Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette édition. Une édition que je dirais spéciale parce qu'on va parler des 50 ans du bureau de la communauté haïtienne de Montréal, le BCHM, et dans un contexte particulier puisque après 50 ans sur la rue Marquette, le BCHM sera logé ailleurs. C'est toute une page d'histoire qui sera donc tournée bientôt dans la communauté haïtienne. Pour en parler, on a le plaisir, et ça fait longtemps que je l'invitais, on a le plaisir d'avoir avec nous la directrice du BCHM, Ruth Pierre-Paul. Bonjour. Bonjour Mano, comment vas-tu? Ça va bien, merci, au plaisir. Et toi-même? Ça a été un plaisir. C'est Merci. beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Euh, qu'on fait avec plaisir depuis quelques années. Ouais, toujours. Et en parlant de quelques années, quand j'imagine que ça fait un peu plus de 15 ans que tu es à la tête du BCHM, du bureau, c'était en plus dans un contexte particulier, dans un contexte émotionnel particulier, c'était dans la foulée du tremblement de terre de Tu t'en souviens? 2010, absolument. Euh, comment tu as géré, comment avoir tout ça en arrivant, en prenant poste? Mais je pense que c'était une occasion pour moi de faire un apprentissage en tant que directrice générale. Donc, je suis arrivée le 11 janvier et le séisme le 12 Ouais. janvier. Donc, j'ai été une directrice qui a bien accompagnée. J'ai eu la chance d'avoir, à cette époque, un conseil d'administration qui tenait les rênes à l'époque, qui m'a soutenue, qui m'a orientée. Et le réseau du BCHM, oui, il était riche, mais en 2010, l'organisme connaissait aussi des défis. Les défis du milieu communautaire, naturellement, ça ne remonte pas à 2010 et ça se poursuit. Mais l'organisme avait besoin de souffle nouveau. Et c'était essentiel pour eux, pour le conseil d'administration, d'avoir quelqu'un, une personne, peut-être, je parle aussi d'âge, sans faire d'agisme. J'étais jeune, je venais de terminer ma maîtrise à l'ENA, pour embrasser ces nouveaux défis. Mais le défi du tremblement de terre est arrivé, c'en était tout un. Oui. Nous avons eu aussi des professionnels de la communauté qui ont mis la main à la pâte. Moi, je parle des psychologues de la communauté haïtienne, Monsieur Fleury, les travailleurs sociaux. Donc, le conseil d'administration et la direction, on a monté une cellule d'urgence. Cette cellule d'urgence nous a permis de répondre aux besoins immédiats de la communauté qui traversait un stress infernal. Tout était coupé, les communications. Et le BCHM servait aussi de pont à cette époque, parce que l'informatique telle qu'il est aujourd'hui n'était pas aussi avancée. Tout le monde n'avait pas accès à un ordinateur. Donc, le BCHM... Je me rappelle un journaliste qui avait la possibilité d'entrer en contact avec Haïti était quasiment devenu la source d'information essentielle. En 15 ans, effectivement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Effectivement. Donc, le BCHM s'était positionné. C'était un carrefour. Était un carrefour non négligeable. Et les ministres ont fait des annonces aussi. À cette époque, c'était le ministre conservateur Kenney. Oui, oui, absolument, oui. Oui, qui est venu au BCHM, donc pour dire, bon, le gouvernement va soutenir la communauté. Et tant d'autres qui étaient présents pour le BCHM. Et je revois encore ces livres du SPVM, ces messages qui nous ont été laissés. Donc, l'organisme avait un grand soutien pour passer à travers ce défi, difficile. oui, cette période difficile. Et moi, en tant que gestionnaire, j'étais vraiment, vraiment bien entourée, bien soutenue, et ça continue aussi ce soutien. On dit souvent, dans un contexte de malheur, il y a deux façons d'approcher la chose. C'est d'en faire une opportunité au lieu de subir la chose. Et je crois que le tremblement de terre a été pour le BCHM une occasion aussi
de revenir, une occasion de renaissance De et de renaissance. rappeler sa place aussi au sein de la communauté. Oui, c'était une occasion de rappeler sa place, mais aussi, j'aime beaucoup le mot renaissance que tu utilises. Parce que moi, je dis qu'il y a, enfin, tout le monde le sait, qu'il y a différentes phases dans le développement. Donc, il y a la naissance, il y a l'apogée, enfin, il y a le développement, il y a l'apogée. Et toute organisation connaît aussi un déclin. Et moi, la renaissance, je pense que je suis arrivée à la phase où il fallait faire renaître l'organisation et repenser la structure organisationnelle, repenser l'offre de service, euh, penser à faire une différence. Parce que ce qui arrive, c'est que le communautaire, il n'y a pas que le BCHM qui existe depuis 50 ans, souvent, lorsqu'il s'agit d'organismes haïtiens, on a tendance à vouloir faire des amalgames, de dire, ah, tout le monde fait la même chose. Et lors de mon entrée en fonction, c'est ce que j'ai voulu faire. Cette différence. On a eu quand même en 15 ans au moins 4 planifications stratégiques. Ce qui veut dire que pour moi, le repositionnement de l'organisme est extrêmement, enfin il est encore extrêmement important. Le BCHM a été créé pour la communauté haïtienne, dans des vagues d'immigration, Paul Desjans, Karl Lévesque, Joseph Augustin se sont mis ensemble pour créer le BCHM. Mais en même temps, lorsqu'on parle d'évolution de l'organisme, on se dit, oui, mais il y a la communauté haïtienne, mais il y a aussi d'autres communautés immigrantes qui vivent les mêmes défis et qui ne sont peut-être pas aussi organisées que nous en tant que communauté. Nous sommes nombreux, nous avons déjà quelques organismes qui appartiennent à la communauté. Donc, pourquoi ne pas ouvrir nos portes? Donc, cet esprit d'entraide-là est fort chez les Haïtiens. Donc, pourquoi ne pas l'emmener dans un contexte communautaire? Oui. Donc, amener le BCHM à ne pas s'adresser uniquement à la communauté haïtienne, mais ouvrir l'organisme aux communautés ethnoculturelles. Et c'est ce qu'on a fait, sans perdre nos racines, sans se déraciner, sans oublier d'où on vient. On s'est assuré que les autres puissent aussi recevoir des services au BCHM. Donc, on parle d'organismes qui s'adressent... Parce que vous êtes quand même dans un quartier très multiethnique. Très multiethnique. Parce que on sait que à Montréal-Nord, on sait que la présence très concentrée d'Haïtiens dans des zones très spécifiques. Mais là, dans le quartier que vous êtes, c'est un quartier multiethnique. Et ça a été un réflexe génial que de vouloir représenter autre chose pour tous ces gens qui ont besoin aussi d'assistance et de services. Oui, je pense que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ce repositionnement. Parce que des fois, la communauté dit, oui, on a nos propres besoins. Mais le BCHM, ce qu'on a fait, on s'est assuré que par rapport aux besoins de notre communauté, qu'on se positionne aussi pour dire l'accompagnement qu'on veut faire, il y a des enjeux qui s'adressent uniquement aux communautés noires ou uniquement à la communauté haïtienne. Oui. Donc, lorsqu'il s'agit d'enjeux qui nous préoccupent, on va de l'avant avec nos enjeux. Mais en termes de services, qu'il s'agisse de support académique, de panier alimentaire, etc., nous sommes ouverts. Même vos bénévoles, je suis passé au bureau à plusieurs reprises et ça a été particulier. J'ai entendu plusieurs échanges, évidemment en français, mais aussi dans d'autres langues au BCHM. Ça veut dire que j'ai vu passer des gens de la communauté maghrébine, j'ai vu passer des gens de la communauté hispanique. Tu n'es pas encore venu au camp de socialisation linguistique du BCHM. Ok. Ça, c'est... Et qu'est-ce que c'est? C'est un camp qui a un jumelage entre les élèves des classes d'accueil et les élèves des classes régulières. Okay. Et c'est là que tu vas voir la quantité de communautés qui sont desservies. Parce qu'on parle de classes d'accueil, donc les classes d'accueil n'accueillent pas uniquement les Haïtiens. Oui, c'est les gens qui viennent d'arriver. Qui viennent d'arriver. Mon Dieu, on a à peu près 25 communautés dans ce camp. Donc c'est un jumelage où on ne voit pas eu l'occasion. J'ai fait beaucoup de choses avec le BCHM, mais j'ai pas eu et parce que je vais t'inviter. Ce qui avait retenu mon attention, c'est le temps que vous prenez, enfin les cases que vous avez. C'est-à-dire que on a l'impression que aucune catégorie n'est négligée. Je parle d'expérience parce que ça m'a fasciné, ça me fascine encore, ce que vous réussissez à faire.
les aînés que j'aime voir, que la dynamique avec les aînés, mais c'est aussi la dynamique avec les jeunes, avec les enfants. Vous avez différents cours. Comment vous faites ça? Je vais faire le pouce sur ce que tu viens de Oui, dire, sur les aînés, le volet des aînés. oui. J'ai une anecdote pour toi. Tu sais que pendant la pandémie, le BCHM Ah, a mis en place un filet de protection autour des aînés. Ce qui veut dire que nos aînés, ils ne pouvaient pas venir au BCHM. ah. On a créé un réseau WhatsApp pour les échanges, pour les communications, un groupe WhatsApp. On faisait des exercices à distance avec les aînés. C'est pas On vrai. leur apportait les paniers chez eux. On faisait leurs courses à la pharmacie avec l'aide de bénévoles pour eux. Le même nombre d'aînés qui a laissé le BCHM avant la pandémie, Ah, le même nombre est revenu après la pandémie. Alors que ça a été un fiasco pratiquement au niveau gouvernemental, absolument. la gestion des RPA et tout ça, le BCHM a su protéger ses aînés. Et moi, j'en suis tellement fière. Et nos aînés, bon, actuellement, ils vivent leurs propres défis, Ah, mais le fait de pouvoir proposer quelque chose qui protège nos aînés, oui. ça, c'est Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, comme Non. dirait mon jeune frère. Pour le reste, il y a Mastercard et Visa. Mais fascinant sous plusieurs aspects aussi. C'est-à-dire, c'est par exemple ce soutien que vous apportez aux gens. Il y a les rencontres je crois, une fois par semaine, ils se rencontrent, etc., Deux etc. fois par Mais le semaine. On est soutien, ensemble 2 jours, 2 fois c'est par c'est semaine pour vrai. les aînés. Oui, tout ça a été toujours Et inclus. là, ils mangent, ils s'amusent, ils ont de quoi aussi, dans certains cas, rapporter à la maison, etc. C'est vraiment une façon C'est de devenu maintenir leur plus une autonomie. famille qu'un bureau administratif. C'est ce qu'on souhaite. C'est vraiment une continuité de la famille. Ok. Et parce que nous sommes logés dans un même local qu'un CPE, mais des fois, les parents viennent déposer les enfants et amènent la grand-mère, la Ok. mère de famille, Absolument. emmène sa maman au BCHM Uh-huh. alors que son enfant est au CPE en haut. Donc, pour moi, là, c'est une continuité. L'offre de service, au BCHM, il y a un continuum de services. Et pour revenir à la planification stratégique dont je te parlais, le BCHM a toujours été à l'écoute, comme je le dis souvent, des besoins. On ne reste pas dans son coin. Moi, comme directrice générale, je ne reste pas dans mon coin. Je décide de rédiger un projet, ok, et l'amener à mon conseil d'administration. J'observe une problématique, je dis, ah, il faut qu'on agisse là-dessus. Et c'est ce qui a produit Option Protection. Donc, je sais Qu'est-ce pas. que c'est? Ah, mon Dieu, là. Tu as plein, Mais justement. ça fait déjà 5 ans que le programme existe. Ok. Maman. Aussi. C'est le programme pour lutter contre la surreprésentation des enfants noirs en milieu de protection à la DPJ. Ok. Parce que depuis plus d'une trentaine d'années, là, il y a des chercheurs, des chercheuses, Chantal Laverne, Sarah Dufour, qui ont documenté la problématique de la surreprésentation des enfants noirs en milieu de protection. Mais en 2017, avec l'arrivée des demandeurs d'asile, on a observé une certaine augmentation des préoccupations de la communauté par rapport à la DPJ. J'ai sollicité mon conseil d'administration, dont Marie-Pierre Punis, qui à l'époque était membre du CA, mais elle n'était pas encore présidente. Elle est l'actuelle présidente du BCHM. Elle a une expérience en gestion à la DPJ et tout ça. Elle m'a dit, oui, je vais t'aider à monter un projet. Lorsque je lui ai parlé de la situation des Noirs à la DPJ, elle m'a dit, c'est une problématique que je connais très bien. Et dans le cadre de mon travail, là, je peux t'aider. On a monté le programme Option Protection. Toutes les ressources qui sont autour d'Option Protection, ce sont des personnes qui connaissent la gestionnaire d'Option Protection, Marie-Judy, qu'il s'agisse de Rigaud, les intervenants, qui connaissent le système de DPJ. Donc, en 2020, ce qu'on a fait, on a proposé à la DPJ un projet qui s'appelle Option Protection, bien sûr, mais c'est vraiment en première ligne. Lorsque les familles ont été signalées et que le signalement n'a pas été retenu par la DPJ. Mais lorsque le signalement n'a pas été retenu, ça ne veut pas dire que demain, la DPJ ne peut pas revenir. Ça veut dire qu'il y a un enjeu dans cette famille sur lequel il faut travailler. Et le BCHM intervient à ce moment-là. En fait, de la co-intervention avec la DPJ. Ils nous remettent, ce sont des dossiers fournis sous référence.
Donc, le BCHM, dans sa position depuis 2020, a développé une expertise en accompagnement de DPJ. Et oui, je peux même le dire qu'il y a eu un ministre, le ministre Karma à l'époque, qui nous avait demandé de nationaliser le projet. Parce que, pour lui, c'était un projet qui marchait. Les familles qui avaient été accompagnées par le BCHM n'étaient pas resignalées à la DPJ. Donc, pour lui, il nous avait demandé, mais c'était quoi la recette? Mais c'est aussi l'expertise qui est autour de ce projet. Donc, le BCHM, je peux le dire fièrement, oui, tout le monde peut faire la DPJ, mais la façon dont le BCHM fait, même la sous-ministre l'avait dit, c'est de la professionnalisation du communautaire. Donc, ce sont des experts qui travaillent dans le cadre de ce projet. Donc, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues, donc, name it. Est-ce que tu avais ça en tête? Parce que je me disais, j'imagine la jeune diplômée qui est spécialiste en ressources humaines et en administration, etc. Développement organisationnel. Développement. Tu pouvais aussi avoir, c'est pas que tu pouvais, tu avais des voies ouvertes sur beaucoup d'autres options. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené au BCHM? C'est un concours de circonstances, pour être honnête avec toi. Uh-huh. Oui, j'avais beaucoup de choix et jusqu'à présent, les offres... On t'interpelle. Oui, on t'interpelle. Donc, moi, j'avais choisi le BCHM. Avant tout, je dirais que le BCHM m'a choisi. Ok. Très bien. Donc, on m'avait invité à postuler. Le poste n'était pas affiché, mais dans la discrétion, ils m'ont dit, écoutez, envoyez votre CV. Il y a un ami du BCHM, très très proche du BCHM, qui avait dit, non, cet organisme a besoin d'une personne comme toi. Il avait lu mon rapport de stage. Il m'a dit, oui, ils sont à la recherche d'un DG, mais tu représentes le profil qu'ils cherchent. Je n'étais pas dans la communauté, c'est vrai, pas très mon impliqué. expérience communautaire était à zéro? Non, pas à zéro. Non, du tout. J'en fais depuis le très jeune âge, mais pas au Canada. J'ai fait du bénévolat à la DPJ. Ok. J'ai fait du bénévolat à Centraide. Et Vlan. Et je travaillais à Centraide. Donc, non, pour te dire que oui, c'est un petit peu loin de moi, mais on est venu me chercher. Je pense que après 2 entrevues, ils ont dit, ok, d'accord, c'est la personne qu'il faut pour cet organisme. Elle n'a peut-être pas l'expérience du communautaire, mais elle a un bagage à apporter. Elle a des objectifs. Mes objectifs, vraiment, là, ils étaient clairs. En tant que nouvelle gestionnaire, bien définie. Et ils ont décidé de se lancer. Mais là, bientôt, j'aurai 16 ans comme directrice générale. Donc, c'est une expérience agréable. Mais, comme je dis, il faut toujours rester à l'affût. C'est pas parce qu'on est directeur et que l'organisme doit... Enfin, après un certain temps, l'organisme doit stagner. Il faut vraiment penser à se renouveler. Et c'est ce que je pense que le BCHM a la capacité de faire. Penser à se renouveler, ça nous amène à cette introduction que j'ai faite à la chose en début d'émission. Après 50 ans, le BCHM va quitter la rue Marquette. Oui, on y travaille fort. Est-ce que c'était un de tes objectifs? Oui. Dès mon arrivée, je me suis dit, oui. On est locataire d'un édifice du CSSDM qui ne répond pas à nos besoins. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'édifice, l'aménager comme on veut. Donc, pour moi, c'était essentiel que la communauté ait aussi un héritage, des lieux qui lui appartiennent, mais aussi où on peut se sentir chez soi. On n'a pas la préoccupation, quand est-ce qu'on va nous enlever ce bail? Non. Et je pense que l'univers a été généreux avec le BCHM. Je voulais être sur une rue passante, mais l'univers nous a proposé une rue passante, là où se trouve le nouveau terrain du BCHM. Là, on va... Et est-ce qu'on va quitter parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas encore donner de détails, mais est-ce qu'on va quitter le quartier Rosemont? Non, on ne va pas quitter le quartier Rosemont. On va demeurer au quartier Rosemont, sauf qu'on va être mieux positionné. Oui, mais j'imagine aussi mieux
mieux en termes d'organisation de l'espace. Ah, mais en termes... Parce que c'est très serré. Oui, oui, là, le là où nous BCHM, sommes, oui. mais là où nous irons, on sera mieux organisé, l'espace sera amplement suffisant, parce que c'est important de ne pas penser à un immeuble qui, au lendemain de sa création, est déjà trop petit. Mm. Ça, c'est une préoccupation que j'ai eue dès le départ et je l'ai dit à mon CA, je l'ai manifesté à mon CA et aux architectes qui nous accompagnent. Donc, dans notre démarche, dans ma vision de gestionnaire, il n'était pas question qu'on aille pour un édifice qui est similaire à celui qu'on a présentement, mais on voulait avoir quelque chose Oui. de plus adéquat. Bon. Alors, le conférencier, l'artiste en moi est interpellé. J'espère qu'il y aura un endroit événementiel. Événementiel, puis très grande salle, des logements pour des jeunes qui laissent la DPJ. Oh, Ah oui, ah oui. oh, raconte-nous un peu, Ruth. Qu'est-ce que ça sera? Je crois Ce que... sera un espace d'innovation sociale. C'est Ok. vraiment le BCHM sera un espace d'innovation sociale. Le projet, ça l'est. Et C'est quoi le nom du projet, le titre du projet? la coupe. Le projet, c'est l'accoupatage, mais le logo, on garde seulement la coupe. On parle du Très bien. Et comme tu sais, en tant qu'haïtien, un lacou, c'est un endroit La où notion de la cour, partage c'est ça. et C'est un village miniature. un village miniature. Et même au niveau de la construction, Uh-huh. ce sera un village miniature. Ok. Donc, les blocs seront construits de façon à imaginer encore une cour. Uh-huh. Donc, à Montréal, on parle de ruelle. Ok? Nous aurons la ruelle. Donc, on a transposé la cour dans un concept montréalais. Donc, oui. Ça va être magnifique. Oui. Et c'est indiscret de demander le coût à peu près. Le coût approximatif. C'est à peu près 28 millions. Ok. Et ça avance bien. Puisque l'univers, M'écoute. puisque tu as évoqué l'univers, est-ce que ça avance? Oui, ça avance. Ça Ok. avance. Donc, il y aura certainement, je vais laisser au cabinet de campagne le soin de finaliser les démarches. Parce que non, 28 millions, ça ne va pas tomber là. Donc, Vous avez ça, vu là, l'excitation, mesdames et messieurs. Mais, Ruth, mais dès qu'on parle de ce projet, je suis Ouais. hyper contente. ouais. Ruth, est-ce que dans la foulée de tout ça, tu avais évoqué tout à l'heure des difficultés avec la commission scolaire de Montréal, dont vous occupez les locaux. Est-ce que vous allez bouger? Ça va être un transfert d'un lieu à un autre ou bien? Non, non, ça va Vous avez il y une aura période de transition? Il y aura une période de transition et nous serons dans un local de transition aussi, Ok, qui sera toujours à proximité. à proximité. Donc pour te dire que tout s'arrange au bénéfice du BCHM. Comme tu dis, les étoiles s'alignent. Est-ce que parce que pourquoi je dis que c'est important si vous laissez la zone, c'est aussi le BCHM a été pendant 50 ans un point de repère essentiel pour la Oui. communauté haïtienne. Oui. Donc, on ne pensait vraiment pas à laisser. Donc, tout a été en ce sens. On a trouvé un terrain. Et en termes de... Oui, excuse-moi, oui. On a tout. Oui, oui. Heureusement, ce qui nous permet de rester sur notre territoire. Mais bon, tout le monde a connu le BCHM là où il est, excuse-moi. Ça fait 50 ans qu'on est sur la rue Banquette. Mais on ne sera pas loin. On reste dans le... Oui, mais je veux dire en même temps, d'après ce qu'on comprend, le BCHM va gagner en dimension, en qualité de En service, dimension, en qualité de en service. multiplication aussi de services. Multiplication de services et aussi nombre de personnes desservies. Le nombre de personnes desservies sera beaucoup plus élevé Ouais. que ce qu'on est capable de desservir présentement. Là, annuellement, on est aux environs de 11 000 personnes par année. Donc, nous prévoyons desservir bien plus que ça. Doubler quasiment votre chiffre approximativement Oui, au fil des années. Au fil des années. Ok. Oui, Pierre-Paul, après 16 ans à la tête du BCHM, si tu devrais retenir quelque chose, si tu devais, qu'est-ce que tu peux faire en termes de bilan? Ah, mon Dieu, j'aurais peut-être préféré commencer à faire le bilan, mais ce dont je suis le plus fier, Oui. c'est d'avoir amené cette udicité à l'organisme. Ce qui veut dire la préoccupation de ne pas ressembler aux autres, de ne pas être un organisme qui fait ce que les autres font, la préoccupation de se différencier
Et c'est ce qui nous a amené, comme je l'ai dit, à Option Protection, au programme des papas, Papa impliqué, enfants équilibrés, le camp de jour qui est un camp de socialisation linguistique. Donc, si on regarde l'offre de service du BCHM, elle se présente différemment. Et moi, ça a été mon objectif de départ. Ouais. Donc, se différencier dans notre offre de service et aussi répondre adéquatement aux besoins de notre communauté. Donc, c'est ce qui a été fait. Et après, C'est après toutes ces années, tu peux dire, est-ce que tu as le sentiment jusqu'à présent du devoir accompli? non. Non. Ça, il faudrait pas Loin- poser cette loin question. de là. Loin de là. Le lacou n'est pas encore sur pied. Donc, attendons qu'il soit sur pied. Et c'était l'élément majeur Oui, oui, oui. des objectifs qui ont été fixés. Effectivement. Ça a pris du temps. Depuis le 50e, je voulais avoir cette entrevue, mais elle a beaucoup d'aisance à s'exprimer, mais elle s'exprime très rarement. Elle n'aime pas ça. J'ai fini par l'avoir pour cette entrevue. Ça a été un tel plaisir. J'espère qu'on pourra revenir sur des projets, parce que Ruth, J'espère que il y a tu seras tellement, disponible. parce qu'il y a tellement de choses à dire, projet par projet. Moi, je suis fasciné par Option Protection. Protection. Je suis pas fasciné par Option Protection parce que ce qui avait retenu surtout mon attention, c'est votre travail extraordinaire avec les aînés. Mhm. Parce qu'on a toujours le sentiment que les aînés sont négligés. Mhm. Eux, dans beaucoup de cas, ont exprimé aussi ce sentiment. Et pour eux, Et tu as été au forum ils se aussi sont des retrouvés, aînés. absolument. Ils se sont retrouvés dans une famille. Ils ont retrouvé une famille au BCHM. Et ça, c'est bravo. C'est Merci. chapeau pour tout le travail accompli. Merci. Merci, Mano. Merci beaucoup et à bientôt. Merci pour l'entrevue. À bientôt. J'espère. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous jusqu'à cette présente minute. Le même plaisir d'être avec vous. Merci à Cédric qui était avec nous à la technique. Et à bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez toujours réagir sur notre site. Et comme nos autres invités, Madame Pierre-Paul, Ruth se fera un plaisir d'échanger avec vous. Au revoir.